Bonjour, je me présente, je m'appelle Véronique. Je suis passionnée de tricot, de couture, récemment de canage. Euh, J'avais envie de partager toutes ces passions avec vous. Je suis une grande consommatrice de podcasts, de tricot, de couture, de tous les arts du fil. Et récemment, j'ai vu plusieurs nouveaux podcasts, notamment celui de Une fille à paillettes et j'ai une petite note, la Miss Knitter. Et elles m'ont donné envie de rejoindre la communauté YouTube. Comme le dit très bien Une fille à paillettes, aucune prétention, quoi. Je viens là, je dépose mes petites aventures de tricot et couture ici. Si jamais c'est inintéressant et que ça convient pas, en tout cas, ça me fera mon petit journal de bord. Et voilà, c'est parti. Pour la petite présentation, alors ça fait plusieurs fois que je recommence, c'est compliqué pour moi. Je suis euh, un peu timide, on peut dire ça comme ça. Alors, je suis mariée. Nous vivons avec nos 3 superbes enfants près de Lyon. Nous sommes arrivés dans la région en 2020, après pas mal de pérégrinations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime beaucoup la couture. C'est quelque chose que j'ai commencé et dans lequel j'ai baigné depuis toute petite. Ma maman était couturière, ma grand-mère aussi. Et puis, ma maman nous cousait tous nos habits quand on était petits. C'était super chouette jusqu'à l'âge de l'adolescence où là on a moins envie. Et puis ensuite, avec le temps, j'ai développé quelques petites envies de couture, notamment quand ma première fille aînée est arrivée. Je faisais beaucoup d'accessoires. Et puis les années ont passé, la couture avait toujours une place importante dans ma vie. Et arrivé en 2014, nous avons fait un grand voyage, on peut dire ça. Nous sommes allés vivre en expatriation en Indonésie. J'avais beaucoup plus de temps libre et du coup j'ai développé en fait toutes les compétences couture en allant même jusqu'à suivre quelques formations de design, de fashion design sur l'école Desmode qui est aussi implantée sur Jakarta. Donc j'ai développé tout ça et puis c'est resté, c'est toujours là, bien présent. Depuis, je couds mes vêtements, je couds quelques pièces pour ma famille et j'adore ça. Voilà, pour ce qui est de la couture. Le tricot, lui, il est arrivé un peu plus tard. Alors le tricot, je l'ai toujours vu aussi, hein. Mes grands-mères tricotaient, ma mère un petit peu aussi. Ma mère surtout, elle tricotait avec ses machines là, qu'elle réglait avec des tout petits picots là, et puis elle passait un instrument et ça tricotait les pulls là avec des poids. Donc je l'ai vu beaucoup faire ça. Et puis chez ma grand-mère, je me souviens qu'on commandait nos petits gants l'hiver, donc chaque soir on allait mesurer et nos doigts et elle construisait les gants en fonction de nos petits doigts. Et chaque soir on avait un nouveau doigt, c'était génial. Et puis j'ai repris un petit peu le tricot quand mes 2 filles aînées étaient un petit peu plus grandes et qu'elles m'avaient demandé de tricoter des petites mitaines pour elles. J'avais une copine dans l'entourage qui tricotait pas mal, donc elle m'avait remis un petit peu le tricot dans les mains. Mon conjoint m'avait offert un patron,
petit design à la naissance de mon petit garçon, de notre petit garçon. Et en fait, j'ai essayé, mais c'était un peu plus compliqué. C'était à l'époque, en 2011, donc c'était les fameux designs qu'on pouvait trouver chez Fil d'Art. On en reparlera. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai pas... Enfin, je m'y suis pas plongée beaucoup parce que c'était compliqué. Et puis, arrivée en Indonésie, j'ai complètement abandonné la laine puisque là-bas, il fait bien trop chaud et il était hors de question de tricoter sous 34 degrés. Ensuite, on a continué notre expatriation et nous sommes arrivés en Roumanie, où là, l'art du fil était bien plus développé, où la laine était accessible, où on en trouvait facilement, et puis surtout, on portait les pulls tricotés. Et je me suis retrouvée avec un petit groupe de copines couture, tricot, super, et je me suis remis à tricoter avec elles. Et puis, quand j'accompagnais mon petit garçon sur le banc de touche du foot, je me retrouvais avec d'autres mamans roumaines qui, elles savent toutes tricoter. Donc, dès que j'avais un petit problème, elles m'aidaient. C'était trop bien. J'ai fait un premier gilet, tout premier gilet avec le patron, je me souviens de Amélie Design, un super patron avec un super patron de gilet, je vous le montrerai à l'occasion. Et voilà comment le tricot est tombé dans mes mains. Et au fur et à mesure des déménagements, etc., eh bien, on s'aperçoit que coudre, c'est pas toujours facile quand la machine à coudre est dans un carton ou qu'on n'est pas encore bien aménagé quelque part pour coudre, alors que le tricot, c'est quand même super pratique, on peut le transporter partout et en 5 minutes, il est sorti et on peut avancer sur des projets, alors que la couture, ça demande un petit peu d'espace, un petit peu de temps. Voilà, donc le tricot est vraiment rentré dans ma vie à ce moment-là. Pour le canage, c'est une autre histoire. Le canage, c'est un art traditionnel. C'est du tissage aussi. C'est fait à base de rotin. Et j'ai suivi une petite formation l'année dernière pour apprendre à faire du canage sur des chaises. Et donc, je vous montrerai en fin de vidéo, si ça vous intéresse, ce que j'ai pu faire depuis. Voilà pour les présentations. C'est déjà pas mal. Donc, la première chose dont on va discuter, ça va peut-être être le tricot. J'ai mes petites notes, donc je l'ai peut-être déjà dit. Donc, on va commencer par ce que je porte. Donc ça, c'est le gilet Luz de la designer Atelier Émilie. C'est une designer que je ne connaissais pas, donc j'ai acheté son patron suite au cal Luz à chevrons qu'organisait Des étoiles et des pois, que tout le monde connaît, Muriel. Et j'ai adoré ce qu'elle proposait, donc c'était d'adapter le patron du gilet Luz pour proposer des chevrons sur le devant et sur les manches. Et je me suis dit, j'avais pas de nouveaux projets sur mes aiguilles, et j'avais envie d'un gilet passe-partout aux couleurs un peu grises, un peu beige, et je suis revenue avec du bleu. Je suis allée voir ma petite mercière qui peut commander des petites pelotes chez Fonty, et elle a, vous savez, les catalogues où on peut voir en fait les laines. Et donc quand je suis tombée sur cette couleur, j'ai pas pu résister à ce bleu. Et donc j'ai trouvé donc chez elle de la Fonty, donc c'était, je vais vous montrer, j'ai mon petit carnet. Alors j'ai pris de la bébé mérinos qui se trouve comme ça, voilà. Donc la bébé mérinos, c'est du 50 grammes pour 200 mètres et c'est voilà, juste de la laine. Et puis je l'ai associée à la Kidopal
Voilà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est le retour caméra qui me le dira. Donc l'Akidopal, c'est du 70% mohair et du 30% polyamide. Voilà. Et donc les deux associés, j'aimais bien le petit rendu que ça faisait. Et donc je me suis lancée. Bon, j'ai eu quelques péripéties. C'est une association de laine qui devient très souple. Et une fois mon gilet terminé, aux bonnes longueurs comme je le voulais, ben, il s'est avéré qu'après le lavage, après le blocage, alors que je l'avais laissé bien à plat, il a pris quasi 10 cm de longueur de corps et 10 cm de longueur de manche. Donc j'ai redéfait mes manches et ma longueur de corps et avant j'avais bien au moins oui, 10 cm de jersey en dessous le premier chevron et donc j'ai remonté tout ça pour que ce soit à la longueur souhaitée. Et puis au niveau des manches, c'est ce que j'ai fait aussi, pareil. Et là, je regrette juste de ne pas avoir fait mes côtes un peu plus longues. Peut-être que je le reprendrai à nouveau pour cette fois-ci le rallonger. Voilà, ça c'est mes péripéties. J'ai mis des petits boutons de l'atelier Camélie que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai d'autres aventures avec ce gilet. C'est que quand je mets mes boutonnières, mes boutons, parfois le bouton se retourne ou devient lâche et ça écarte un peu. Donc tous les mardis du mois, enfin les premiers mardis du mois, je vais rencontrer un petit groupe de tricoteuses près de chez moi. Elles sont super. Et je leur ai demandé leur avis. Donc c'est peut-être parce que j'ai pas mis assez de boutons, donc j'aurais peut-être dû faire un petit peu moins de largeur, de longueur entre chaque boutonnière. Mais bon, ça c'est trop tard. Donc elles m'ont conseillé de recoudre mes boutonnières pour qu'elles soient plus petites et que le bouton puisse rester un peu plus attaché et qu'il n'aille pas se retourner. Donc écoutez, je vais essayer de le faire. Et sinon, elles m'ont proposé de recoudre non, n'importe quoi, de retricoter une ligne de jersey de laine, la même, et de venir la coudre sur la tranche avec les boutonnières. Peut-être que du coup ça aiderait le gilet à mieux se maintenir et pas à faire ce côté un peu lâche là qu'on voit. Voilà, mais sinon voilà, j'adore la couleur. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. On me dit oh là là, ça doit être doux, bien chaud, bien doudou. Voilà, il est super. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà pour ce gilet. Donc l'atelier Émilie, c'est la première fois que je suivais un de ses patrons. Ses explications sont très claires. J'ai pas eu de difficultés. Elle propose des liens sur YouTube sur des petites choses qui peuvent être un petit peu compliquées, mais j'ai trouvé que voilà, c'était assez simple. Alors c'est pas le premier gilet que je fais non plus. Donc on commence par l'encolure, on descend en faisant un joli raglan sur le devant là et les derrière, et on sépare ensuite pour descendre le corps et après on reprend pour les manches tout simplement. Voilà, c'est des manches un peu ballon, donc ça demande pas mal de laine. Voilà. C'est pas mal déjà. Voilà pour ce gilet. Ensuite, je vais vous parler d'un accessoire. Alors, il est là. Donc, en achetant le gilet Luz de la designer à l'atelier Émilie,
J'ai vu qu'elle avait un nouveau design aussi de sortie qui m'a fait bien de l'œil. Elle s'appelle La Bombec, donc tout le monde la connaît maintenant, hein. C'est le design d'une capuche. Et donc, je me suis dit, allez, après le gilet, on tente la Bombec. Donc, la Bombec, au départ, j'ai voulu la commencer donc avec une laine de The Woolly Skin. J'ai la chance d'être pas très très loin de la boutique de Angélique, qui est adorable. Et donc, j'avais un petit bon cadeau de Noël pour, pour aller acheter de la laine chez elle. Donc j'avais rapporté celle qui s'appelle la Donuts Banana, donc avec cette couleur là, et donc c'est de la Déca organique Merino Wool, donc on en a 100 grammes pour 200 mètres, et elle se tricote en aiguille 4 à 4,5. Voilà, donc j'ai acheté un premier écheveau et j'avais pas trop regardé, hein, mais je pensais qu'avec un écheveau ça suffirait, mais non. La Bombec, il en faut 2, donc je suis retournée en chercher un deuxième. Et donc j'ai construit la Bombec par le bas, là, comme c'est prévu, et puis on voit la partie où il y a le deuxième écheveau. Ça se voit un petit peu. Alors, à la caméra, peut-être ça se verra encore plus. Mais on voit un petit peu la démarcation des deux laines. J'ai eu un petit peu de mal à reprendre les mailles pour faire le tube. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire et donc et j'ai pas l'habitude non plus. Donc voilà. J'aime bien quand les gilets ils sont tricotés avec la boutonnière ou l'encolure ensemble. Pour moi, c'est plus facile. Reprendre des mailles, c'est pas mon fort. Donc, j'ai pas dû peut-être reprendre bien mes mailles. Bref, quand j'ai cousu le retour du jersey pour faire le tube, j'avais, quand je la portais, la couture qui ressortait. Donc, j'ai rajouté une petite couture tout le long pour que quand je la porte, la couture reste bien à l'intérieur. Je vais vous l'essayer. Voilà. C'est tout ce que j'ai modifié du patron. Et voilà, j'adore la porter avec mon manteau, mes sweats. Je rajoute des châles par-dessus, j'adore. Voilà pour la Bombec. Rien de plus à dire. Les laines de The Woolly Skin, j'adore. Enfin voilà, c'est doux, les couleurs sont sympas. Enfin voilà. Ah, et puis j'ai quand même pas trop mal réussi mon grafting. C'est pas quelque chose de facile non plus pour moi. Et je trouve que ça va. On voit un petit peu là que c'est un petit peu plus lâche, mais c'est pas. Ça va, c'est correct. Voilà pour ma Bombec. Donc forcément, quand je l'ai essayé, j'ai eu plusieurs commandes. Au moins 3 pour mes enfants. Voilà, donc je pense qu'il y aura d'autres Bombec dans le cours de l'année. Peut-être si j'arrive à en faire plusieurs, ça pourra faire les petits cadeaux de Noël. Fin 2023, on verra. Voilà pour la Bombec. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Je vais vous parler d'un design qui est très peu connu. Alors, ça c'est les fiches patron, j'ai un peu mon teint. Donc je voudrais vous parler du gilet Louisa. L-U-I-Z-A. C'est un patron fil d'art. Vous n'allez pas voir grand chose. C'est un patron fil d'art. Donc l'histoire de ce patron, c'est que ma maman, voyant que je m'étais remise à tricoter, j'ai recommencé le tricot. Enfin, j'ai commencé vraiment le tricot en 2019. Donc me voyant tricoter, elle a eu envie de s'y remettre.
Et donc elle est allée, comme elle avait l'habitude d'aller il y a des années, au magasin Fil d'Art. Et puis elle s'est acheté un bouquin et elle s'est acheté la laine du gilet pour construire le gilet Louisa. Sauf qu'elle n'avait pas vu, mais c'est 3 pelotes le gilet Louisa, donc ça veut dire que c'est le niveau expert. Et ben, ça fait trop longtemps qu'elle n'avait pas tricoté et les patrons Fil d'Art, c'est loin d'être l'équivalence des patrons des designers et des designeuses indépendants ou indépendantes. Et en fait, c'est hyper dur à suivre. Enfin, donc, elle n'y arrivait pas. Et elle vit, mes parents vivent vers Nantes, je suis nantaise, dans le vignoble nantais, je suis d'origine nantaise. Et vivant à Lyon, c'était difficile de l'aider, donc je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble et qu'à chaque fois, du coup, on puisse s'appeler pour voir là où l'une et l'autre, on avait des soucis à avancer. Finalement, elle a abandonné en cours de route. C'était trop compliqué. Surtout la dentelle, ça faisait trop longtemps qu'elle n'en avait pas fait, donc il faudrait qu'elle recommence par un projet plus simple. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de la suivre, donc je suis allée chez ma petite mercière du coin et je suis allée chercher une pelote une pelote toute simple, de laine un peu acrylique. Je voulais pas me prendre... je voulais que ce projet soit rapide et puis pas cher. Donc du coup, c'est la laine produite par Lamiam. Voilà. Et donc c'est la production de Angelina, collection ligne noire. Et moi j'avais le coloris 01704. Donc c'est ce coloris-là. Voilà. C'est donc une construction qui... J'avais pas du tout l'habitude, donc c'est une construction à plat. Donc il y a d'abord le dos, ensuite les deux devants, les deux demi-devants, puisque c'est un gilet, et les manches à construire. L'encolure, j'en suis pas encore là, mais puisque c'est en cours, peut-être bien que... Non, l'encolure, elle se fait, elle est déjà... elle est ajoutée à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, je vous montre. Le dos, je ne peux pas vous le montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer les deux demi-devants. Donc, ça, c'est le premier demi-devant. Donc, avec le petit twist devant, avec des petits trous tout le long. C'est tout mignon. Donc, avec un système de raglan. Le deuxième demi-devant, qui est terminé, voilà. Le dos, je l'avais fait et je l'ai défait. Une première manche. Voilà, donc ça c'est une première manche avec une jolie dentelle. Donc on ne voit pas beaucoup là parce qu'elle est pas bien étirée et il n'est pas lavé. Mais voilà, c'est très joli. Et ma deuxième manche. Et j'en suis là. Donc ou un tiers, on va dire, un tiers de la deuxième manche. Quand je suis allée voir ma mercière, elle m'avait conseillé de prendre seulement 2 pelotes. Parce que pour 100 grammes, on a 550 mètres. Et elle pensait qu'avec 1100 mètres, je devrais me débrouiller pour faire mon gilet. Sauf que j'en ai pas eu assez. Et je suis retournée la voir et manque de chance, juste avant que je passe à la boutique, il y avait quelqu'un qui avait fait la razzia de toutes les pelotes de cette couleur-là. Les choses ont traîné un peu parce que ma petite mercière a essayé de retrouver chez le producteur les coloris similaires, mais ils avaient arrêté cette collection. Donc pas de chance du tout. Je suis allée
j'ai regardé un peu sur le net si je trouvais. On a fait une petite annonce pour savoir si quelqu'un, il lui restait pas quelques brins, quelques mètres d'une de ces pelotes-là. Pas de nouvelles. Donc, j'ai regardé un peu sur le net et j'ai trouvé une boutique sur l'île qui vendait cette laine. Alors, je les ai appelés parce que ils n'avaient pas le coloris 01704, mais ils avaient le 01705. Je les fais venir et eh bien, c'est pas le même bain. Alors, on n'y voit pas grand-chose hein, comme ça, surtout moi, avec la lumière du jour là, on voit pas une grande différence, mais elle est quand même là. C'est vraiment un bain plus clair. Et j'avais peur qu'en prenant ce bain plus clair pour continuer ma manche, ce ne soit pas esthétique. Donc j'ai cherché encore et encore si je retrouvais cette laine ailleurs, dans le même bain. J'ai pas trouvé. Donc je me suis résignée. Du coup, j'ai défait le dos que j'avais tricoté pour récupérer la laine du dos pour finir la manche et pas avoir un color block là. Et je vais refaire le dos avec la couleur plus claire. Voilà, j'ai commencé un petit peu. Je ferai le dos et je pense que bon, ça se verra pas trop quoi. Enfin, j'espère. J'espère que ça se verra pas trop. Donc voilà, ça c'est le dos que je suis en train de retricoter. Et là, c'est le devant avec ma première laine. J'espère que ça se verra pas trop et puis voilà, qu'il sera un peu portable quand même. Et peut-être que ça donnera envie à ma maman de reprendre son gilet. Voilà, pour mon encours du moment. Pour le tricot. Et sinon, alors, c'est pas un encours encore, c'est un projet. C'est en stade de projet. J'ai complètement flashé sur le Robina Sweater. Alors, comment s'appelle-t-elle? Anne Wenzel. J'adore. Il y a plein de versions en ce moment. Je sais que un knitting journée le tricote, l'a tricoté. Il y a la version bleue aussi. Et j'ai complètement flashé sur ce pull, notamment parce qu'en allant chercher ma laine chez Angélique, The Woolly Skin, elle avait en exposition celui qu'elle avait fait, le Robina Sweater, avec les laines Biche et Bûche, je crois, qu'elle a aussi dans sa boutique. Et il est magnifique, il m'a trop donné envie. Donc, parce que c'est un projet qui peut être vite un peu cher, du coup je suis retournée chez ma mercière pour aller chercher de la fontie. Donc j'ai choisi de le faire en couleur caramel et un peu crème. Donc alors ma couleur caramel, donc c'est la Super Tweed. Donc là, on a 95% de laine et 5% de mohair. Voilà. Et pour la partie un peu plus claire, j'ai voulu associer toujours de la fontie, de la bébé mérinos avec de la nimbus. Donc la bébé mérinos, elle est... c'est 100% de la laine, hein, toujours. Et puis, la nimbus aussi. Voilà. Donc, j'ai fait des petits échantillons, mais je me suis plantée dans les échantillons. C'est pas bon. Parce que j'aurais dû commencer par la couleur crème. Et dans mon échantillon, je me suis vite aperçue que autant j'aimais la texture côté clair, autant j'aimais pas. Enfin, je trouve que
trop déjaugé au niveau de ma super tweed. Donc il faut que je trouve un espèce de mohair léger, très fin, pour l'associer. Donc pour voir, pour essayer, je l'ai associé avec un mohair qui n'était pas de la bonne couleur. Hein. C'est pas un... Je ne l'ai pas là d'ailleurs. Si, je l'ai là peut-être. C'est un petit... c'est une petite laine... alors, c'est pas du mohair, je me trompe. Ça s'appelle l'esquisse. Ça vient de la boutique en ligne de Annette Pétavie Design. C'est une petite laine, donc 50% laine mérinos, 30% soie et 20% cachemire. C'est extrêmement doux. Et donc avec cette laine là, j'ai essayé de voir si au niveau du tissu de ma couleur caramel, c'était pas mieux. Et effectivement, je préfère. Donc le but du jeu, ce serait de trouver une laine un petit peu similaire à l'exquis, de la couleur de mon super tweed, pour pouvoir avoir mes laines et pouvoir commencer ce Robinia sweater. Voilà, donc je vais prochainement aller sur Lyon. Je voulais découvrir la boutique The Pom Pom Girl. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller les rencontrer, les voir. Donc je vais aller voir si je trouve la laine qui me convient là-bas. Sinon j'ai toujours la boutique de Angélique où je pourrais trouver un mohair qui conviendra sûrement. Donc ça c'est la deuxième option. Et sinon je retournerai chez ma mercière et au pire je pourrais reprendre peut-être une formule style Kid Opal, mais couleur caramel, miel. Voilà. Donc voilà mes encours tricot, mes projets, ce à quoi je réfléchis en ce moment, ce qui me fait envie. Voilà. On passe à la partie couture. Allez, c'est parti. Alors, la couture. Donc, alors, on peut partir sur déjà ce que je porte. Donc, c'est un plantain, ni plus ni moins, très simple, voilà. Le fameux patron gratuit de Direndo. C'est l'un de mes patrons favoris avec un autre pour construire pour créer mes t-shirts à manches longues, à manches courtes d'été, enfin voilà. Donc tout simple, j'ai juste modifié un petit peu l'encolure parce que le patron du plantain, l'encolure est plus profonde, voilà. Donc là j'en ai cousu pas mal pour cet hiver, j'en ai cousu 4. Alors, le premier que j'ai cousu avec l'encolure sans modification, c'est ce bleu là. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez Coupon. C'est une petite boutique qui vend, qui fait des reventes de morceaux de tissu conservés à des grandes marques, style Esprit par exemple, et ils rachètent les fonds de tissus qui sont les invendus, qui n'ont pas servi à faire des vêtements. Et donc il est un peu stretch, mais pas beaucoup. Et Coupon, ça se trouve sur Lyon. Je ne sais pas si ça se trouve ailleurs. Celui-ci et celui-ci, donc ce sont des tissus que j'ai trouvés au tissu des Ursules. Donc près de chez moi, j'ai un tissu des Ursules. Celui-ci est extrêmement agréable. Celui-ci aussi d'ailleurs. Et pour finir, influencée par Cécile, que font mes mains, j'ai commandé chez Fairy Factory donc plusieurs tissus, dont celui-ci. Donc c'est un petit jersey
tout simple kaki qui m'a servi à faire mon 4e t-shirt. Voilà, et donc je suis parée avec ça pour l'hiver. Voilà, tout simplement, hein, ces t-shirts-là, rien de compliqué. Avec une surjeteuse, c'est assez facile à reconstruire, ça va vite et tout de suite on est rhabillé. Voilà. Je vais vous parler de quelque chose que je n'ai plus, enfin même 2 choses que je n'ai plus. Voilà. Alors, ma petite sœur est passée dans la région récemment et elle m'a confié le patron d'une des robes qu'elle voulait que je lui couse. Donc, c'est une robe de Ikati, les petites choses. Voilà. Alors, moi, je range toujours mes patrons dans des enveloppes craft et puis en général, quand c'est rangé, parce que c'est pas tout le cas, mais quand c'est rangé, je fais une petite photocopie du patron pour savoir et retrouver vite mes patrons. Donc les petites choses, et Ikati, c'est souvent des patrons pour enfants, et là ils ont une version pour les mamans, et c'est la Ida Mum. Donc c'est un patron qui a plusieurs variantes, comme vous l'avez vu. Et donc pour Nanou, j'ai fait la version avec le plastron devant, les manches courtes, mais sans le col. Sans le col, avec le petit froufrou. Je vous mettrai des photos si j'y arrive. C'est la première fois, donc j'essaierai de mettre des photos. Mais en tout cas, ça donne ça, voilà, à peu près. J'ai toujours un petit carnet de couture et j'aime bien écrire pour me rappeler ce qui s'est passé ou pas. Donc Nanou, elle m'avait apporté donc, une espèce de double gaze à paillettes qu'elle aimait bien, qui m'a servi à faire la robe. Donc je lui ai rendu la robe, donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais j'essaierai de vous montrer des photos. Donc le patron PDF coûte 10 €. Pour Nanou, je lui ai fait une taille 40. Elle avait seulement 2 mètres de tissu, donc il a fallu que je joue un peu à Tetris. Et le dos de cette robe comporte un... Comment on appelle ça? Est-ce que je l'ai écrit ici? C'est une pièce en fourreau. Ouais, c'est ça. C'est une pièce en fourreau comme les chemises. Et donc cette partie-là, elle a une goutte aussi derrière. Et sur cette partie-là, il a fallu que je couse, que dans le tissu qu'elle m'avait donné, je sépare cette pièce en deux, alors que normalement, elle est coupée dans un seul tenant. Et donc il a fallu que je coupe cette pièce et que je fasse une petite couture en milieu. Mais franchement, ça se voit vraiment pas beaucoup. Et c'est une petite modification que j'ai pu faire pour avoir assez de tissu. Et je lui ai rallongé aussi pour faire une robe. Donc j'ai dû lui rallonger quasiment de 10 cm par rapport au patron pour le devant et le derrière. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ah oui, pour le plastron devant. Alors j'y ai pensé pour le devant, mais j'ai oublié pour le derrière. En fait, c'est des pièces où on a un devant et un derrière, une doublure. Et c'est construit avec à l'aide de la méthode du burrito. Et pour la partie qui touche la peau, j'ai préféré utiliser le dos du tissu et non pas les paillettes pour pas que ça colle. Mais j'ai oublié de le faire pour le dos, donc bon, j'espère que ça ne la gênera pas. Puisque le dos est construit de la même manière, avec ces deux empiècements. Et donc j'ai mis l'endroit envers contre envers pour la pièce dos et endroit contre envers pour la pièce devant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Ah oui, Icati propose deux constructions différentes pour quand on fait l'encolure avec le col et le petit froufrou et l'encolure juste plate avec un col ouvert rond. Et je me suis trompée, j'ai utilisé pour faire la goutte derrière la méthode de la robe avec le col. Mais j'ai réussi à me rattraper et franchement c'était pas très très compliqué. J'ai juste pas... est-ce que j'ai posé ou j'ai pas posé le biais? Je sais plus ce que j'ai fait. On pourra voir sur la robe. Là je peux pas vous montrer, elle est sur mon téléphone et j'ai déjà oublié. Voilà. C'est une super petite robe. Elle l'a essayée en venant de vacances et en repassant sur Lyon pour la récupérer. Et elle était super ravie, super contente. Donc c'est une petite robe pour cet été pour elle. Et je pense que je vais m'en faire aussi. Et vu qu'on fait à peu près la même taille, eh bien, le patron est déjà tout découpé. Il me reste juste à trouver le tissu qui va bien. Donc c'est dans ma tête pour une petite cousette pour cet été. Voilà pour la robe Idamum de Icati et les petites choses. Ensuite, il faut que j'enchaîne un peu mon bazar au fur et à mesure parce que sinon je vais être perdue. Ah voilà. Je veux ensuite vous présenter, c'est celle-là, une cousette que j'ai fait pour ma petite nièce de 12 ans qui m'avait réclamé un pyjama doudou. Et donc j'ai utilisé pour ça un tissu que j'ai trouvé, que j'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Donc c'est un molleton avec des petites fleurs un peu rétro. Et puis pour les manches, la bordure des poches et les chevilles, j'ai utilisé un bord-côte que j'ai trouvé au tissu des Ursules. Donc avec ces tissus-là, je lui ai fait la combinaison du Burda Style numéro 6397. Donc j'ai pas fait la version femme, j'ai fait la version homme. Ce qui m'arrangeait parce que quand j'ai reçu le tissu du molleton, en fait, je me suis aperçue qu'il n'était pas du tout extensible. Et pour un pyjama doudou, c'est quand même plus facile d'utiliser du tissu extensible. Donc j'ai longuement hésité, je me suis demandé si ça allait faire l'affaire. Et en fait, avec la version homme qui est quand même plus large et puis la version avec les poches devant, en fait la version femme, elle a une version élastiquée ici, alors que la version homme, elle est toute droite. Et donc mon fils faisant à peu près la même taille que ma nièce Juliette, une fois qu'il s'était cousu, je lui ai essayé et en fait ça convenait. Il m'a dit elle est trop bien, le pyjama de Juliette, je veux le même. Voilà, donc nouvelle commande couture. et voilà. J'avais déjà cousu ce patron pour faire un pyjama pour mon beau-père et la couture s'était bien passée. Je regarde pas vraiment, je lis pas vraiment les explications, je regarde surtout les dessins techniques. En fait, c'est pas mal fait quand on sait un petit peu coudre. Pardon pour les bruits. Est-ce que c'est là-dessus? Quand on sait un petit peu coudre, on n'est pas obligé de suivre les explications. Il y a des schémas techniques qui facilitent très bien la couture et les étapes en gros de ce qu'il faut faire. Et moi, ça m'a suffi. Voilà. Donc, elle s'appelle la combinaison. C'est juste combinaison. 6397. Super bien et je pense que voilà, il y en aura d'autres parce que j'ai eu des commandes, donc notamment mon fils quand il l'a essayé et puis ma grande fille quand elle est passée devant et que j'étais en train de prendre des photos, elle me fait oh mais en fait c'est trop bien, tu pourrais pas m'en faire une. Donc
Voilà, pour Juliette, vu qu'elle a quand même que 12 ans et que c'est un petit gabarit, j'ai fait la taille XS. Et puis au niveau des manches et des jambes, j'ai enlevé 8 cm. Comme ça, eh bien, ça allait. Enfin, ça correspondait à sa taille. J'avais tout pris de ses mensurations. Donc ma caméra est tombée. J'espère que j'ai pas trop modifié le champ visuel. Bon voilà, je disais juste que la combinaison Burlastyle, il y en aura d'autres et c'est voilà, un chouette modèle qui n'est pas très très compliqué à coudre. Voilà pour la combinaison et les deux coutures que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais je vous mettrai en photo. Ensuite, je vais vous parler de mes deux encours en couture. J'ai vu passer un cal qui m'a fait de l'œil qui s'appelle 6 semaines pour apprendre le patchwork. C'est la jeune femme qui est derrière le patchwork débutant sur Instagram qui proposait ce cal. C'était super sympa. Moi, j'ai pas suivi les semaines parce que c'était compliqué pour moi de tout suivre et de prendre des photos. Et voilà, j'étais en retard, mais ça m'empêche pas de continuer. Donc, on apprend à faire des blocs en fait de patchwork et avec toutes ces techniques, eh bien, on découvre le patchwork et j'ai trouvé ça super sympa. Donc les premiers, voilà, on apprend des choses toutes simples, à coudre mes couleurs. Donc ça, c'est des petits tissus que j'avais à la maison, notamment des petits tissus que j'ai ramenés d'Indonésie. Donc voilà ça. Ensuite, on avait ce color block, enfin ce bloc là, pas color block, n'importe quoi, ce bloc là à coudre. Et puis ensuite, elle nous apprend à coudre ce genre de choses. Voilà. Donc moi, ça me plaît pas mal. Le seul truc, c'est que il y a 9 blocs en tout et ça fait un petit carré de taille finale de 77 cm par 77. Et je m'étais dit, quitte à utiliser tous mes tissus, quitte à utiliser mes tissus, parce que j'ai ramené pas mal de tissus d'Indonésie, mais j'ai beaucoup de petits morceaux. Et je me suis dit, le but, ça va être d'utiliser mes petits morceaux, justement, le patchwork, pour ça, c'est génial. Et donc, je me suis dit, en fait, juste quelques morceaux pour faire un petit carré, ça va me servir. J'avais envie d'une grande couverture, en fait. Donc, j'ai multiplié les carrés. Au lieu d'en faire un seul de chaque, j'en ai fait 4 pour obtenir un grand rectangle. Donc, c'est pour ça aussi que mon cal, que j'ai pas pu finir à temps et que je prends mon temps pour terminer ce projet. Donc, les semaines suivantes, on a appris à coudre des petits carrés. Alors, est-ce que je vais vous en montrer? Voilà, là. Donc, des petits carrés comme ceci. Voilà. Et puis, après, on a appris... Alors, elle explique tout hyper bien. C'est très, très clair. Et puis, en plus, elle vient de sortir un bouquin. Ça me fait de l'œil. Je me demande si je ne vais pas craquer. On apprend aussi à coudre ceci. Voilà. J'essaie de ne pas tout mélanger parce que je me suis donné un ordre pour les coudre ensemble. Ensuite, on a appris, je regarde le petit modèle. Ah oui, on a appris à coudre ces morceaux-là. Voilà. Et puis après, on apprend à coudre des ronds. Des demi-cercles
pour former ce genre de choses et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est passionnant de découvrir toutes les techniques qu'elle propose. J'ai vraiment aimé. Et là, j'en suis rendue à coudre les empiècements. Donc, c'est cette partie-là où il faut coudre chacun des empiècements. Et donc, elle donne aussi une technique. Elle nous renvoie d'ailleurs à une explication YouTube, une explication vidéo pour coudre ça. Donc j'en suis là, j'en suis à coudre mes petites feuilles. Donc j'ai 4 carrés à coudre puisque normalement on n'en fait qu'un. Et comme je vous ai dit, j'ai multiplié mes carrés par 4 pour faire une grande couverture. Donc je suis allée aussi chercher la mousse intermédiaire que je mettrai en dessous et puis le tissu pour aller en dessous parce que du coup j'avais pas une assez grande pièce pour tout ça. Et puis après, il restera à faire toute la partie quilting où on peut s'amuser à faire des lignes, des courbes, tout ce qu'on veut. Enfin voilà. Donc tout ça c'est super bien expliqué et ouais, ça me plaît bien. Peut-être la partie que j'aime le moins, c'est rajouter des pièces comme ça. Voilà. Ça me. Peut-être pour ça aussi que le projet traîne un peu. Voilà. Donc ça c'est en cours. Et sinon. En cours, j'ai un très gros projet. Donc, c'est celui-ci. Alors, je vais vous en parler. Est-ce que j'ai lu là? Voilà. C'est le Isla Trench. Donc, j'ai pas encore fini de tout coller sur mes pages. Mais voilà, c'est cette forme-là. Voilà, le Isla Trench de la marque Named. C'est la jeune femme qui est derrière Ose Pattern qui m'a vraiment donné envie de le faire. Il y a une photo d'elle où elle remonte un escalier mécanique et elle porte ce trench et il est magnifique. Donc c'est l'une des plus grosses pièces à laquelle je me suis attaquée quand même. Vraiment, vraiment une très très grosse pièce. Pour vous dire, il y a quand même 19 pièces en gabardine, 9 pièces de doublure, 15 pièces de tissu thermocollant et du tissu aussi pour les manches. Donc en fait, on peut être vite noyé dans le découpage du PDF, ensuite dans le découpage de chacune des pièces. C'est vrai que ça prend du temps et ça m'a demandé un petit peu de réflexion, d'être posée sur ce projet et c'est super. Enfin, j'ai vraiment aimé. On apprend plein de choses. Alors, c'est un patron en anglais. Et moi, c'était la première fois aussi que j'utilisais un patron en anglais. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas aussi facile, quoi. Il y a des petites choses, notamment au niveau des poches, où j'ai pas vraiment compris la construction. Donc, à force de faire et refaire, j'ai fini par faire à ma sauce. Voilà. Donc, il prend un petit peu la poussière. Voilà. Donc, je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il fallait le faire, mais voilà. Le rendu il est quand même pas mal. Donc j'ai utilisé de la gabardine que j'ai trouvée. Où est-ce que je l'ai trouvée? Peut-être bien un tissu des Ursules ou Mondial Tissu, je ne sais plus. Non, ça doit être tissu des Ursules. À l'intérieur, j'ai utilisé un tissu que j'avais ramené d'Indonésie. Et puis pour les manches, j'ai utilisé une doublure que j'ai acheté aussi au tissu des Ursules. J'ai mis une petite étiquette de So Cool, une petite étiquette que m'avait offert ma belle-sœur pour mon Noël. Pas l'année dernière, l'année d'avant, c'est bien encore. Et il a tous les codes du trench, il est superbe. Pourquoi je ne l'ai pas fini?
parce qu'il reste les boutonnières à faire. Et j'ai un peu la trouille. Donc, je les ferai au dernier moment, je pense. Et en l'essayant, je l'ai montré à mon mari, à 2-3 copines, et il est un poil long. Donc, je vais peut-être, vu que j'ai pas terminé de coudre, voilà, c'est pas terminé de coudre. Peut-être que si j'ai du courage, je vais le diminuer. Mais je sais pas trop parce que c'est vrai que toutes mes pièces sont thermocollées à l'intérieur pour que il y ait un bon tombé en bas du manteau. Donc ça veut dire tout reprendre, tout rethermocoller. Je sais pas si je vais avoir le courage. Mais bon, voilà, c'est le projet, le gros projet du moment. Et puis, il faut que j'aille voir aussi ma petite boutique Emmaüs pour lui trouver ses boutons. Donc, je vais commencer par réfléchir à ce que je fais. Est-ce que je lui laisse cette longueur-là ou pas? Et est-ce que... est-ce que je l'allonge, je le laisse comme ça ou je le raccourcis, pardon. Et puis aller lui trouver des boutons pour pouvoir le finir et faire les boutonnières. Voilà mon gros projet couture du moment qu'il faut que je termine. Voilà pour la partie couture. Pas d'autre chose en cours pour le moment. Des petites commandes de mon fils qui voudrait une robe de chambre. La maison, c'est une vieille maison qu'on a qui n'est pas toujours très bien chauffée et mes hommes à la maison sont des adeptes des robes de chambre. J'en avais cousu une à mon mari qui ne quitte pas, qui ne quitte plus et ça fait très rétro, c'est rigolo. Et mon fils adore aussi, donc la sienne est un peu courte et on a choisi le tissu ensemble, donc maintenant que je l'ai, il faut que je couse sa robe de chambre. Il attendait avec impatience que je termine le pyjama de sa cousine Juliette pour que je puisse me mettre à sa robe de chambre. Donc il va pas falloir que je traîne aussi. Voilà. On va passer à la partie canage. Chercher mes chaises pour vous montrer ce qu'est le canage traditionnel. J'ai été formée au canage traditionnel l'année dernière. Je suis allée me former auprès d'une canneuse pendant 5 jours qui m'a appris les différentes méthodes du canage. En tout cas, mais j'avais envie de découvrir de l'art traditionnel et le canage, c'était pour moi le plus accessible et le plus facile. Notamment parce que j'ai une copine canneuse sur Paris qui m'a volontiers ouvert sa maison et fait découvrir ce qu'était le canage. Et puis parce que juste à côté de chez moi, j'avais l'opportunité de faire une formation l'année dernière, donc de 5 jours, auprès d'une dame qui s'appelle Pascale Turbet et qui propose ses services pour former les gens au canage traditionnel, au paillage également et au tissu sur chaise. Donc à force de tout ça, j'ai commencé à réparer des assises de siège et de refaire des assises. Donc le canage, pour vous dire, vous le connaissez tous, hein, vous l'avez tous vu ce canage. Donc c'est ça, voilà le canage. C'est un tissage avec du rotin, donc avec différentes largeurs de canne. Et ici, j'ai travaillé sur cette chaise. Donc cette chaise, je l'ai achetée sur le Bon Coin pour quelques euros à une dame qui avait ce fauteuil chez elle défoncé depuis des années. C'est souvent le cas. Et donc, j'ai emmené cette chaise à ma formation pour pouvoir la refaire avec Pascal. Et donc, j'ai refait cette chaise en 2 jours et demi, 3 jours de travail là-bas.
Donc, le canage traditionnel, en fait, c'est un art qui est pas très très vieux en soi. Il a été implanté en Europe au XVIIe siècle, il me semble. Ce sont les Hollandais qui, revenant notamment d'Indonésie, donc c'est aussi un petit écho à notre passé d'expat. Donc, en revenant d'Indonésie, les Hollandais ont rapporté du rotin en Europe. Et donc, les premières chaises ont été cannées en Angleterre. Je crois que c'est Louis XIV qui a fait venir du rotin à Versailles et qui a fait créer les premières chaises en style cané parce qu'à l'époque c'était confortable, élégant et que ça apportait un espèce de charme qui est assez léger finalement pour des fauteuils. Et donc les ébénistes français ont décliné cette technique de canage pour créer le canage à 6 brins. Donc c'est celui-ci. Parce que nous avons donc à chaque intersection 6 brins qui se croisent. Voilà l'idée. Donc, je suis en train de refaire une chaise. Ah oui, voilà, pour finir l'histoire quand même. Donc, les ébénistes français ont exploré les méthodes. Ils ont commencé à créer des méthodes comme le canage 6 brins. Et puis, on a eu aussi l'époque des chaises tonnées, les chaises qu'on trouve dans les bistrots entre 1800 et 1900, elles se sont beaucoup vendues et elles étaient aussi cannées. Et puis, bah oui, maintenant le canage revient, mais on en voit de plus en plus dans les décos de maison. Alors, il y a canage et canage, dans le sens où il y a le canage traditionnel, donc celui pour lequel j'ai été formée. On a aussi donc le canage traditionnel, il est appelé canage traversé ou canage 6 brins. Canage traversé parce que... Alors, je vous montre maintenant la chaise que je suis en train de faire pour mieux vous montrer, pour que vous compreniez mieux. Donc, c'est un canage avec la chaise qui a des trous tout le long. Et donc, on passe les fils de rotin en fonction de la largeur des trous. On choisit une largeur de canne et on vient tisser, donc d'abord verticalement, ensuite horizontalement, et après on vient faire les diagonales avec une canne un petit peu plus épaisse. Et puis on finit par coudre. Donc la couture n'est jamais loin, vous voyez. On vient coudre ensuite une couture tout autour de la chaise pour faire la finition du canage. Voilà. Et donc à la fin, on se retrouve avec un canage donc, traversé parce que on retrouve tout. Alors attendez, je vous montre tous les petits nœuds en dessous. Donc si vous voyez une chaise canée, si vous voulez savoir si c'est du canage traditionnel, il faut regarder si vous avez des nœuds et des trous en dessous. Alors, il existe d'autres formes de canage. Il existe du canage serti. Et ça, c'est le canage avec des rouleaux qui sont pré-tissés. Et donc, on vient dérouler et coincer par une canne en rotin tout autour de l'assise, dans une espèce de goulotte. Ça, c'est du canage collé qui m'a nettement moins plu. C'est un travail laborieux, difficile et j'ai préféré les petits nœuds et la couture. Voilà. Et il existe aussi du canage collé chevillé collé, dans ce sens-là c'est mieux. C'est un canage qu'on retrouve beaucoup sur les dossiers, notamment les petites chaises d'enfants où on trouve du canage. Donc,
J'en ai une à refaire à la maison, donc s'il y a l'occasion de nous retrouver sur YouTube se fait, peut-être que j'aurai l'occasion de vous remontrer, mais le canage chevillé collé en fait au dos pour pas qu'on voie tous ces petits nœuds justement, et bien du coup c'est un collage et puis il s'est chevillé pour que ce soit lisse et que ce soit joli aussi bien devant que derrière le fauteuil. Voilà pour le canage. Donc en ce moment je suis en train de refaire cette chaise que vous avez vue. J'ai déjà quelques heures de passer dessus. Il me reste encore ouais, 2 bonnes journées, pardon, deux bonnes demi-journées à passer dessus, je pense, plus la couture ensuite. Donc on verra si j'ai terminé ensuite. Mais ouais, c'est très sympa à faire, j'aime beaucoup. Et voilà. Comme ça, je vous aurais montré un petit peu toutes les passions qui m'animent en ce moment. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on pourra partager autour de tout ça. Voilà. Je vous remercie d'être là, d'être passé si vous avez regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!